Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Je me trouve actuellement au port autonome d'Abidjan. C'est pourquoi je porte ce casque et ce gilet, car ici, les normes de sécurité sont strictes. Une zone portuaire a pour vocation de favoriser et de développer des activités commerciales et industrielles, mais surtout, elle contribue au développement économique du pays. Et ce n'est pas négligeable, puisqu'à lui tout seul, le port autonome génère 60% des recettes de l'État, de quoi en faire un lieu hautement stratégique de l'économie ivoirienne. Nous avons donc voulu comprendre comment une structure comme celle-ci fonctionne. Le port reste actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 75 000 emplois directs et indirects seraient créés sur cette plateforme. Alors sa gestion doit être irréprochable. Le port autonome d'Abidjan est le premier port d'Afrique de l'Ouest et il a pour ambition de devenir le premier port d'Afrique. Alors comment s'organisent les autorités portuaires pour y parvenir? Quel est le quotidien des différents intervenants sur le port? Quelles sont leurs conditions de travail? Quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour protéger ce site sensible? C'est un documentaire exclusif réalisé par Nabil Igui, Jean-Noël Kwame, Zachary Akré, Landry Tapé, Guy Fato, Paul Guessan et Mohamed Kabar. Port autonome d'Abidjan, le cœur de l'économie ivoirienne. Grâce à son activité, cette structure génère à elle toute seule 60% des recettes de l'État. Sa mission, favoriser et développer les activités commerciales et industrielles du pays. 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire passent par cette entreprise publique. En 2017, c'est plus de 5200 navires qui sont venus accoster sur ses quais. Franck Akayi est l'un des 2 commandants de la capitainerie du port autonome. C'est le premier. Dans cette salle, les représentants des exploitants, autrement dit des armateurs. Leur objectif, obtenir les bonnes grâces du commandant pour sortir ou entrer les premiers dans le port. Oui. On voit que vous êtes très sollicité. Franchement. Alors, à quoi répond ce genre de réunion? Comme il y a vraiment la sollicitation actuellement, il y a moins de postes pour beaucoup plus de navires. Les agents généralement font beaucoup de zèle en tout cas pour avoir les postes. Donc demain on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 entrées pour demain et 2 sorties. Et 8 entrées pour ce jour et 5, 6, 7 sorties. Voilà, pour ce jour. Franck Akayi a pour mission également de sécuriser l'arrivée des bateaux et leur cargaison. Une mauvaise manœuvre et des millions de francs CFA pourraient partir en fumée. Accompagné d'un pilote, Franck va superviser les manœuvres d'accostage d'un navire entrant provenant de Chine. Le navire Azura, c'est un clinker. On va ensemble mettre au quai 12-13. Hein, c'est les cimentiers. Donc ils transportent de la matière première pour le ciment. On va embarquer et on va faire l'échange et puis on va procéder au pilotage de ce navire pour l'accoster au quai 12-13. Donc vous allez partir? On va partir, on va embarquer parce que le commandant, ça fait un moment qu'il attend, il s'impatiente. Parce qu'ils ne sont pas sereins quand le navire est stoppé, qu'il dérive. Il y a le vent, le navire est stoppé, ils n'utilisent pas les machines. Il y a les courants, les vents qui le font dériver, c'est-à-dire qu'ils le déportent vers la côte. Donc lui, il a peur. Il a peur, il pense qu'il va aller s'échouer, que le navire va se poser sur le banc de sable. Ce pilote travaille pour le port autonome depuis 20 ans. Pour exercer ce métier, il doit totalement maîtriser l'anglais. Les bateaux peuvent provenir d'Europe, d'Afrique, des États-Unis, d'Océanie, de Chine. En bref, du monde entier. Good afternoon, your pilot. Nous sommes sur la passerelle, ou bien la timonerie. C'est l'endroit où le pilotage se fait. Là, il y a le commandant. On a question à droite. Et celui qui est donc au volant, c'est tout le volant du bateau qui est le tout petit là. Donc, ça s'appelle l'homme de barre, le timonier. Ça s'appelle timonier en nos termes maritimes. Et c'est à lui que le commandant donne les consignes pour pouvoir exécuter les ordres de pilote. Ici, il n'y a pas de propulseur d'étrave, donc on est sur un navire classique. Le port autonome va donner son carnet de bons. Ça, c'est la déclaration d'entrée. Ça va. Tout ça, ça va à la facturation, à l'exploitation, pour identifier le navire. Security, no problem. No problem. He's a big boss, he's there.
That's a problem. That's why I'm not worried about it. Yeah. Don't worry about it. Okay, your cost, please. 276. Okay. 276. 280. 280. Yeah. Donc actuellement, le navire avance à environ 2 km à l'heure. Du canal de Vridy au port autonome, il faut 30 minutes de guidage précis. Le coût de passage portuaire est sujet à polémique. Il dépend de beaucoup de facteurs, comme la taille du navire, le temps qu'il passe à quai, la cargaison importée et les différents services dont il aurait besoin. Néanmoins, il représente entre 3 et 7% du coût de la marchandise transportée. Pour exemple, prenons un navire qui transporte du riz. Pour entrer au port, il doit reverser 3% du prix total de la marchandise qu'il va vendre en Côte d'Ivoire. Si le prix de vente du riz est de 1000 francs CFA le kilogramme, le navire devra payer alors 30 francs par kilo importé. Il n'y a pas de prime de risque. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas institué. Vous êtes donc très bien payé pour ce que vous faites? On n'est jamais assez bien payé. C'est vrai que par moment, il y a des accidents. Sauf que les risques, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est ça qui fait le charme du métier. Le port est organisé en plusieurs terminaux. Chacun a son domaine d'activité. Il en existe 7. Le terminal à containers, le pétrolier, le minéralier, le céréalier, la pêche, le fruitier et enfin le roulier. C'est ici que la plupart des voitures importées arrivent. Un terminal sur lequel l'activité est très soutenue. Isabelle Guessend, la directrice générale, est en poste depuis 2 h du matin. Ce navire est arrivé au port d'Abidjan dimanche dernier. Nous avons eu quelques difficultés d'accostage du fait de l'encombrement que nous subissions par rapport à un autre navire de la même compagnie qui était arrivé il y a une dizaine de jours avec un nombre extrêmement important de véhicules, 1500 environ, avec un stock que nous avions déjà sur le port de 1300. Donc nous avons dû choisir de le faire attendre en rade quelques jours pour permettre d'avoir un minimum de terre-plein pour ce stockage des véhicules. Nous avons l'armateur qui arrive, nous allons profiter pour faire la visite avec lui. Je pense que ça serait beaucoup plus agréable comme ça. Pour transporter une voiture, l'importateur prend en moyenne entre 300 000 pour une petite voiture et 450 000 francs CFA pour une berline. Ce navire arrive de Belgique. Il peut transporter jusqu'à 8000 véhicules. 990 voitures doivent débarquer. À bord, les places sont comptées, peu d'espace laissé libre, difficile de circuler. C'est pour occuper de manière rationnelle les espaces. On sert bien les véhicules au port de chargement là-bas. Et on charge aussi avec d'autres véhicules d'autres ports. Voilà pourquoi on met des banderoles comme ça pour faire des séparations entre les véhicules de plusieurs destinations. Et chaque véhicule est identifié. Si c'est pour Abidjan, encore Abidjan, il y a des stickers Abidjan. Et là, nous, on se retrouve. Vous voyez un sticker Abidjan. C'est ce qui nous permet de savoir que tous ces véhicules-là, c'est Abidjan. Là, c'est le prochain port. Ça, c'est des véhicules d'ailleurs, ça. Vous voyez sur la pare-brise, là, c'est Lomé. Cette séparation de banderoles là indique que nous ne devons pas toucher les véhicules d'autres ports. Quand on n'a pas une bonne limitation par bandeau comme ça, eux, ils nous aident, l'équipage nous aide à faire des limites pour dire, bon, ici, c'est pour Abidjan. Et on décharge uniquement les véhicules dans ce sens. Le temps est compté. Plus le navire reste longtemps à quai, plus cet armateur paiera cher. En moyenne, un navire à quai paierait entre 8 et 16 millions la journée. C'est donc près de 350 personnes qui sont mobilisées pour le déchargement. Et pour cause, ce navire attend déjà depuis 48 heures d'être déchargé. Est-ce qu'il y a une raison à l'accroissement du nombre de véhicules qui arrivent? Il me semble que les importateurs avaient un certain nombre de voitures beaucoup plus âgées, déjà achetées et déjà disponibles au niveau des différents ports d'embarquement et ont voulu les faire venir avant que le décret puisse être mis en application. Donc c'est ce qui a effectivement augmenté de manière considérable, enfin, en ce qui nous concerne nous, le nombre de véhicules reçus ces derniers jours. Ce décret, adopté en décembre 2017, interdit l'importation en Côte d'Ivoire des véhicules de plus de 5 ans d'ancienneté.
Il rentre en vigueur le 1er avril. Conséquence, le nombre de voitures d'occasion à destination d'Abidjan a presque doublé en 3 mois. Et les places sur les parkings de stockage se font de plus en plus rares. Tout changement, en général, les débuts sont un petit peu difficiles, mais aujourd'hui, ça n'est pas le problème par rapport au délai auquel nous assistons. Le problème peut-être de l'encombrement actuel, c'est le nombre de voitures extrêmement important qui arrivent. Et donc, par rapport à ce nombre important, les montants qui vont avec en termes de dédouanement. Et vous avez des prévisions de nouvel arrivage Oui, j'ai un bateau prévu d'ici une dizaine de jours environ, 10-15 jours, qui devrait venir avec 1680 voitures. Ici, entre-temps, espérons que ceux qui sont déjà là seraient J'ai bon espoir que celles qui sont là seront déjà parties. Enfin, une partie en tout cas. Cette entreprise loue 10 espaces au port autonome pour entreposer les véhicules importés. Chaque espace peut accueillir entre 50 et 350 véhicules. Ça, c'est un de nos packs qui a une capacité de 350 véhicules. Donc ce pack, actuellement, il y a eu des livraisons ce matin et on va avoir aussi des réceptions des véhicules qui viennent d'arriver sur ce nouveau navire. Là, on voit que vous avez un peu de place aujourd'hui, mais d'habitude, c'est plus chargé. C'est plus chargé d'habitude. Et là même, comme c'est au début du navire, d'ici quelques heures tout de suite, vous allez voir qu'on va remplir là tout de suite, puisqu'on a 900 et quelques. Et ce pack ne prend que environ 350. Et là, on a un ancien stock déjà là, donc il n'a pas toute sa capacité de réception actuellement. Donc, vous avez combien de parcs ici sur le... On a plusieurs packs. Ça, c'est un des packs les plus proches du navire. Et en moyenne, les voitures, elles restent combien de temps dans votre parc? Là, on ne peut pas totalement déterminer, puisque ça dépend des clients. Une fois les clients se présentent avec la documentation et qui sont passés déjà chez la douane de Côte d'Ivoire, ils ont payé la douane de Côte d'Ivoire, ils ont fini de payer les frais d'acconnage et autres qui sont payés chez nous à Aquamarine. Et là, ils vont à Côte d'Ivoire Logistique pour annoncer toutes ces documentations et ils payent les droits de Côte d'Ivoire Logistique, puisque c'est Côte d'Ivoire Logistique qui livre, qui prend sa voiture pour aller dans le reste de la procédure. Donc le temps est difficilement définissable. Donc, le temps que les voitures restent ici, oui. C'est gratuit ou c'est payant pour le client? Il y a une franchise de 15 jours, comme elle le dit, donc c'est gratuit. Et en dehors des 15 jours après, il y a un barème de magasinage qui est fixé. Autrement dit, après 15 jours de stockage, le port autonome impose des pénalités. Donc plus le propriétaire tarde à récupérer sa voiture, plus cela va lui coûter cher. La pénalité est calculée en fonction du poids et de la durée du séjour. Mamadou Cissé travaille au port autonome. Sa voiture vient d'arriver de Belgique. Mais il est un peu surpris par l'état du véhicule à son arrivée. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Je fais venir un véhicule de la Belgique. Vous l'avez retrouvé intact ou Oui, il y a peut-être le magnéto que je ne... On m'a dit depuis la Belgique qu'il y avait un magnéto. Peut-être que c'était pendant le transport. Là, je ne vois pas le magnéto, mais tous les accessoires, tout le reste, ça n'a pas de problème. Mamadou poursuit son inspection et dans le coffre surprise, il découvre l'emballage neuf de la radio. La radio a été volée, c'est ce que je vais vous dire, parce que ouais, qu'il y avait la radio dedans. On m'avait dit qu'il y a la radio, ils ont enlevé la radio. La radio a été, vous-même vous voyez qu'il y avait une radio, une radio qui était dedans. Hein? Je ne retrouve pas la radio en fait. donc la radio a été volée? La radio, je pense que la radio a été volée, mais je ne sais pas c'est à quel niveau. Parce que pendant le transport, on peut enlever la radio ou encore à Abidjan. Donc je ne sais pas, mais ce que je sais que la radio a été enlevée. Mais vous constatez que le fourreau est là. Ce vol
ne peut pas avoir eu lieu au port, car la voiture vient d'être débarquée du navire. Mais malheureusement, régulièrement, les propriétaires de voitures font état de cette problématique. Les postes radio, les pneus et les enjoliveurs sont les pièces préférées des voleurs. Cela se revend vite et bien. Personnes se plaignent d'avoir subi des actes de vandalisme ou des actes de vol au moment du stockage de leur véhicule. C'est vrai ou... Ça dépend des proportions dont on parle. Il y a toujours effectivement un petit souci qui peut être constaté. Ça, je pense que c'est tous les ports du monde. Hein. Ce n'est pas simplement dû au port ivoirien. C'est dans tous les ports du monde. En ce qui nous concerne, nous avons des gardiens. Nous avons des gardiens qui sont suffisamment nombreux pour organiser la sécurisation des véhicules dans le port. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut aussi noter que souvent, le réceptionnaire n'est pas à l'achat de la voiture et qu'il fait confiance à un certain nombre d'intermédiaires qui, de fois, ne sont pas extrêmement orthodoxes en matière de comportement et qui leur achètent des voitures en leur faisant parvenir des photos, même certaines fois, d'un autre véhicule. Et quand le véhicule arrive, ils sont surpris de voir que même la couleur ne correspond pas à ce qu'ils attendaient. Alors, pour se prémunir d'attaques éventuelles, les exploitants du port se sont organisés. Dès que les véhicules sont amenés par les différents transitaires des différents espaces, ils sont stockés, ils sont vérifiés, ils sont photographiés et ces photos-là sont conservées. Et à partir du moment où nous avons une anomalie constatée, nous demandons que cette photo nous soit envoyée et nous comparons. 6 heures du matin, nous sommes devant un hall d'embauche de docker. Le docker, c'est un ouvrier qui travaille entre autres au chargement et au déchargement des marchandises, que ce soit dans le port, sur les navires, dans les entrepôts. Il représente 20% des travailleurs du port autonome. Certains exercent leur métier de façon périodique et d'autres de façon occasionnelle. Alors chaque jour, devant ces grilles, c'est la cohue. Expliquez-nous un peu ce que vous faites ici. Ici, on fait uniquement pour embaucher les dockers. Dockers. Si on vient matin, on nous donne sentier, on classe les dockers, on s'en va sur le terrain aller travailler. On ne fait pas le tri. Docker, c'est docker. Des fois, il n'y a pas de navire. Des fois, il n'y a pas de navire. Quand il y a assez de navires, il y a assez de travail. Mais quand il n'y a pas assez de navires, il n'y a pas assez de travail. Je viens la nuit. Je n'ai pas encore fait un jour, pardon. On se bouscule, on crie. Objectif, être repéré pour travailler et gagner sa pitance du jour. Ils ont fait la carte là, pour que je travaille au port. On est là, on ne gagne pas de travail. Nous sommes des pères de famille, on a des enfants. Tant qu'on n'est pas chef, on ne peut pas travailler. Souvent même les chefs même ne gagnent pas. Les chefs même ne gagnent pas. Nous-mêmes on ne gagne pas. On va faire comment? Oui, tous ceux-là, ils sont là. Si on prend le badge, il pourra espérer travailler. Ils vont prier pour ne pas que à 7h30 ou à 8h, le client qui doit venir peut-être au moment du déchargement du riz, le client ne désiste pas après pour dire non, je ne veux pas travailler aujourd'hui, je veux travailler demain. Ou bien s'il y a une pluie qui arrive, là, depuis la direction, on annule le chantier et les personnes qu'on a prises, ils vont faire tomber une équipe de 16 personnes, hein, ou bien 2 équipes, 32 personnes, ils auront à la maison. Donc il faut dire que rien n'est garanti. Le port d'Abidjan est un véritable bassin d'emploi. Il générerait 75 000 emplois directs et indirects. 8 000 dockers travaillent pour cette structure. Cette profession sensible et fragile est difficile à gérer. Pas un port dans le monde n'échappe aux revendications sociales de cette main-d'œuvre. Un d'eux nous interpelle et nous fait part de son mécontentement. Voici mon bulletin. J'ai fait 3 jours ici à Goulban, chef d'équipe. S'il n'y a pas de bateau, je ne vais pas compter. J'ai fait 3 jours. On m'a viré 10 000. Avec ces 10 000 là, moi j'ai des enfants, j'ai 3 étudiants, 3 collégiens, 5 primaires. Ce sont mes neveux, mes nièces, mes enfants. 3 jours, 10 000. Mon salaire, 10 000. Il y a une maison qui paye à 40 000. Comment je paye la maison? Comment je paye la maison? Et comment je vais à l'école? Comment je me nourris? 10 000, mon business est là. 10 000, je ne sais pas. Pour mieux comprendre,
Il faut savoir que les dockers occasionnels sont payés tous les 15 jours. Cet homme n'a travaillé que 36 heures dans cette période. Il aurait donc dû toucher un peu plus de 26 000 francs CFA. Alors comment cela est-il possible? En fait, il a bénéficié d'une avance sur salaire d'environ 14 000 francs CFA. Additionné aux différentes taxes et assurances prélevées sur toute fiche de salaire, il ne lui reste plus que 10 000 francs CFA à percevoir. Reste que son salaire brut pour 36 heures de travail est de 26 940 francs CFA, contrairement à ce qu'il nous a affirmé. Abidjan Terminal, un terminal à containers. Cette concession est exploitée par une filiale du groupe Bolloré. Julien Billet-Yao est chef d'équipe. Chaque matin, il prend son service à 7 heures. Il travaille ici depuis une quinzaine d'années. Bonjour, bonjour. Bonjour, Yes. En quoi consiste le travail de manutention de marchandises? Notre boulot consiste à décharger et à charger les conteneurs. Nous, notre rôle, c'est d'éviter les gestes inutiles. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai 2 heures pour faire ce bateau, je dois faire les 2 heures. Je dois éviter que je fasse 3 heures, et là, c'est pas bon. Le navire qui doit arriver, nous avons fixé l'objectif du navire à 45. Ça veut dire quoi, 45? Non, 45 mouvements heure. Et ça, c'est fixé par la direction d'exploitation. Ah, tu vois, on a combien de bateaux en opération? On a 2, hein. Un seul qui est là, hein? Ok. Après une réunion d'exploitation, Julien se rend sur le quai. Un navire vient d'accoster et s'apprête à décharger sa cargaison. Cela peut être du riz, du carrelage, de la viande congelée ou encore de l'électroménager. Cette concession fait 30 hectares et peut contenir jusqu'à 22 000 containers. Ici, tout est extrêmement sécurisé. On doit prendre le cône. Ce cône-là, c'est pour signaler ta présence. Quand on voit ça, on sait qu'il y a un individu qui est là et la machine, il sait, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc, ça, c'est tout ça pour les mesures de sécurité. Je vais ranger mon cône là, ici. Là. Maintenant, ici, nous sommes dans la zone sécurisée. Ici, quand tu marches, on t'attrape, tu prends une sanction. Marcher, c'est comme un crime. Hein? Marcher, c'est trop grave. Et tout ça, c'est pour protéger le personnel, nous-mêmes, se protéger. Voilà. Parce que je ne veux pas être quelqu'un qui n'est pas dans ces EPI et puis moi, ça me dit. Ces grandes structures bleues servent à embarquer et débarquer des containers. On appelle cela dans le jargon portuaire un portique de manutention. Ce terminal possède les plus grands et les plus performants jamais acquis au port autonome d'Abidjan. Ils mesurent 47 mètres et peuvent soulever jusqu'à 60 tonnes. Cet investissement, d'environ 6 milliards de francs CFA par portique, permet au terminal d'augmenter ses cadences de chargement et de déchargement. Par conséquent, de réduire les temps d'attente de ses clients armateurs. Alors donc, on va monter dans l'ascenseur. Donc, on s'en va. Voilà. Donc, il va venir. Et la cabine. Ouais. Nous sommes à peu de 47 mètres du sol. Hein? Une vue vertigineuse à couper le souffle, loin du... même celui de Julien. Hein? Le port autonome d'Abidjan est le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Il dispose d'un plan d'eau de 1000 hectares et d'un domaine terrestre de 800 hectares. Sa capacité de stockage est de 140 000 m². Le port peut accueillir jusqu'à 60 navires en opération commerciale simultanée. Il gère un trafic de plus de 21 millions de tonnes de cargaison chaque année, dont 650 000 containers. Alors, M. Choumia Serge, opérateur portique, un très bon opérateur. Donc, voilà, donc voici la cabine. Pour piloter la cabine du portique, Serge, un opérateur formé durant 6 semaines en France et en Côte d'Ivoire. Cet homme passe 6 heures par jour à soulever des containers. La difficulté, être précis. L'enjeu, respecter le rythme de 23 containers par heure au minimum.
Lui n'a pas de souplesse. Et vous allez voir que la manipulation des containers demande beaucoup de concentration. Dans la cabine, le stress est palpable. Un ouvrier guide à distance Serge par radio. 150 pour reculer. Quand tu seras prêt, on va te dire d'arrêter. Recule, recule. Pour se motiver, Serge travaille en musique. En fond musical, Johnny Hallyday, l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Pour tenir la cadence, Serge a 2 minutes pour déplacer le conteneur. Cette manœuvre est extrêmement délicate. Le camion qui réceptionne fait exactement la largeur du conteneur. Les plus gros navires sont déchargés en moins de 48 heures. La Côte d'Ivoire se classe parmi les plus gros producteurs de bananes d'Afrique de l'Ouest. Destinée en grande partie à l'export, c'est bien évidemment au port que cette marchandise va être stockée, et plus exactement au quai fruitier, avant d'être transportée vers de nouveaux horizons. Ucher Kwaku est responsable shipping. Autrement dit, il est responsable du chargement et du déchargement des marchandises à bord des navires. Et ici, c'est la chambre froide où allotir les fruits qui viennent de plantation. On dépose des conteneurs et des camions. On vient les mettre au froid ici pour les conditionner avant de les mettre en cale sur les bateaux. Et il n'y a que la banane, parce que les nanas, on ne les déporte pas. On les charge directement en conteneur. Mais avant d'embarquer pour l'Europe, c'est à Dabou que commence le voyage de cette cargaison. 11 h du matin, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Kosomina Ouattara est directeur de domaine chez SCB, la société de culture bananière. Voilà la station de... Oui, on va voir le chargement. Cette entreprise produit 200 000 tonnes par an de bananes. Elle en exporte plus de 185 000. 90% de sa production est destinée à la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, mais aussi au Sénégal et à l'Afrique du Nord. Nous sommes à la station de conditionnement. Donc, une fois que les cartons sont palettisés, après le système de traçabilité, on charge le camion. Nous avons plusieurs partenaires. Le transport, par exemple, il y a plusieurs transporteurs qui transportent nos palettes. Sur le domaine ici, on a au moins 2 ou 3 transporteurs qui prennent les bananes pour les envoyer au port. Puisque c'est des denrées périssables, c'est des fruits. Il faut avoir un transport qui soit irréprochable. 180 palettes sont transportées par jour, direction le port. Pour cela, il faut entre 8 et 10 containers et donc une dizaine de camions. Chaque camion doit être équipé de chambres froides. Cela permet la conservation des fruits. Arrivé au port, la sécurité est stricte. Première étape, la présentation des papiers réglementaires. Deuxième étape, la pesée. Objectif, vérifier le poids de la marchandise mentionnée sur les papiers. Alors ce camion, il arrive de plantation. Là, il a la bascule. On va le peser pour pouvoir ressortir le poids du conteneur. Le balai des caristes peut commencer. La cargaison étant fragile, l'opération doit être effectuée le plus rapidement possible. C'est un chariot élévateur. Un chariot élévateur, on l'appelle le reach taker en anglais, et de bac T-Rex. Il peut soulever 45 tonnes. Et ces opérations, il faut faire attention de ne pas toucher les conteneurs, endommager les conteneurs, sinon on risque de payer leur réparation. Il y a 20 palettes dans le conteneur. On a une équipe spéciale qui est affectée au dépotage de ces conteneurs et qui doit être rapide de sorte à pouvoir approvisionner le sous-palan. L'équipe qui a la grue et qui charge dans les cages, de sorte qu'il n'y ait pas de rupture. Il faut éviter autant que possible les longues ruptures de froid. La grue du navire charge en une fois plus de 4,5 tonnes de bananes. Elles sont ensuite déposées dans une cale réfrigérée à bord du navire.
Alors que les opérations se poursuivent, à quelques mètres de nous, un docker a fait un malaise et il est tombé. Ses collègues et ses superviseurs s'activent pour lui apporter assistance. Il est malade, Et quand ça prend comme ça, c'est du service de la santé, non? Des dockers là qui doivent venir prendre. Ils ont du personnel qui s'occupe d'eux, on les appelle AT. Accident de travail. Tout à l'heure, ils vont appeler une ambulance, ils l'envoient en clinique. En chutant, ce docker s'est cassé le bras. L'ambulance a mis moins de 15 minutes pour arriver sur les lieux. Elle transporte le blessé vers la clinique réservée aux dockers. L'incident réglé, les opérations de chargement peuvent reprendre au quai Fruitier. Mais malheureusement, ce jour, rien ne fonctionne comme souhaité. L'une des grues du navire vient de tomber en panne. La grue 3 est en panne. On a fait appel à une grue mobile de l'extérieur qui va tout à l'heure arriver vers 14 h pour pouvoir poursuivre les opérations. Ça va retarder un peu les opérations de notre navire qui étaient prévues en sortie ce soir à 19 h, 20 h. Là, on a une projection pour nous sortir à demain 8 h, 10 h. Là, c'est les choses qui arrivent lorsque les bateaux sont en opération. Les pannes de grue, des incidents, comme on a pu les suivre. Qui paye la facture? Quand il y a un problème, un souci, si un appareil de manutention, comme la grue, comme l'ouverture de panneaux de cale, là, la responsabilité de l'amateur ou l'opérateur du navire est entièrement engagée. On a compté environ 8 heures d'opération. 8 heures d'opération. Et ça peut coûter combien? Là, on va estimer à environ 10 000 euros, 15 000 euros qui vont se greffer pour cette panne de grue, là, pour la location et puis tout ce qui y a comme intervention. Environ 6 millions, 7 millions, j'ai allons jusqu'à 8 millions, au moins. En 2017, le quai Fruitier a exporté plus de 276 000 tonnes de fruits vers les différents ports du monde. Retour à Abidjan Terminal, filiale de Bolloré Logistique. Il est 18 h. Julien Yaobilé, après 7 heures de travail, va céder sa place à son successeur, Bertin Brou. C'est lui qui va assurer la supervision des chargements et des déchargements toute la nuit. Le collègue qui m'a fait la passation, il m'a laissé 22 conteneurs à débarquer et 408 conteneurs à débarquer. Donc la productivité déjà demandée pour la finition, c'est-à-dire le premier conteneur et le dernier conteneur qui sera embarqué, on devait réaliser au total 45 mouvements à l'heure. Bon, n'oublions pas que le matin, ils ont passé au déchargement. Donc la décharge et l'embarquement, ça ne fait pas à peu près le même rythme. Mais on fera un effort pour qu'on tienne dans la barre demandée. Le collègue a fini à 62 à l'heure. Et comme on demande 45, on fera tout pour rester dans la barre de 50-55 au minimum. C'est un vrai challenge. Exactement. Donc ça veut dire que vous avez vu que ce soir, il y a du boulot sur la tête. Il faut scoquer au maximum les collaborateurs pour qu'on reste là. Et c'est notre travail. Sur ce terminal, les normes de sécurité sont strictes. Le site est interdit aux piétons. Tous les déplacements dans la zone se font à bord des véhicules. Le port du casque et autres équipements de sécurité est obligatoire pour tous. Actuellement, tout est prioritaire. Si on a un navire qui est à quai, il ne faut pas qu'on le démarre tardivement. J'ai demandé à ce que les manœuvres m'attendent pour que je les briefe un peu. On va faire le toolbox meeting rapidement avec mes accompagnés qui sont ici, puis leur donner le OK pour pouvoir démarrer les opérations. Bonsoir tout le monde. Mon ami, bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, où sont les manœuvres? Ils sont où? Ils ont venir. Aujourd'hui, on a un navire, comme on a décidé de le faire, c'est Isabelle Chute. Isabelle Chute a l'habitude de venir ici. Quand vous allez monter, vous connaissez un peu notre loi ici, notre leitmotiv pour tout le monde, la sécurité, sécurité, sécurité. Je ne veux pas avoir blessé sur ce navire. 0 accident. La cadence prévue sur ce bateau-là, comme on sait, je vous ai toujours dit, chaque navire à opérer est cadence. Donc on a intérêt, le premier conteneur qui va être débarqué tout à l'heure et le dernier conteneur qui sera monté demain la journée, on doit solder au moins 55 à l'heure. Là, on sait que ce bateau-là, tu as bien fait. OK?
Donc, nous avons monté et puis on va commencer déjà. Le port bouillonne d'activité la nuit et Bertin se prépare à faire face à toutes les éventualités. Si les consignes de sécurité sont aussi strictes, c'est que les activités de manutention sont particulièrement à risque. Sécurité, il faut les voir, ils n'ont qu'à débarrasser ça, les portiques arrivent là. Ok. Les charges manipulées sont extrêmement lourdes et 1000 camions par jour peuvent circuler sur ce terminal. Un trafic dense qui peut créer des accidents. Alors, il y a 3 ans, la société exploitante a pris une mesure radicale, interdire aux piétons de circuler. Elle a vu ainsi son nombre d'accidents de travail se réduire considérablement. Et les statistiques parlent d'elles-mêmes. D'un accident par semaine dans le passé, elle en compte aujourd'hui 1 tous les 4 mois en moyenne. Pour que le travail soit fait en temps et en heure, il faut s'organiser. Dans ce bureau, le responsable opération navire. Dès l'instant où il y a des dysfonctionnements, on l'appelle en même temps, il sort le lettre-plan et le suivi navire. Donc lui aussi, en temps réel, il suit aussi le mouvement. Mettez-vous sur port 6. Il reste que 4 voyages et puis on passe en embarquement en même temps. Les gens, ils restent ici, il reste un voyage. Voilà. Il surveille tous les mouvements des containers et n'hésite pas à mettre un coup de pression aux équipes. Tout cela est très technique. Toujours est-il que malgré toute cette organisation, ce terminal est souvent surchargé. Alors, ces conteneurs que vous parquez là, c'est pour combien de temps? Les conteneurs que vous parquez, donc ça dépend. Ça dépend le client, de ses possibilités. Plus les conteneurs durent longtemps sur le terminal, plus ça devient encore des frais supplémentaires pour vous. Il faut un effort pour faire venir le conteneur, qu'il fasse un effort pour les faire sortir. Mais des fois, ça ne dépend pas du client, parce qu'il y a des formalités douanières qui sont parfois Non, longues. Oui. Il y a des formalités administratives qui sont des fois longues aussi. Mais je pense que ce n'est pas nouveau pour eux. Ce n'est pas nouveau pour eux parce que dès l'instant où toi tu fais venir ton conteneur de l'Europe, tu es censé connaître les procédures pour pouvoir faire sortir ton conteneur. Ça vous arrive d'avoir des quais pleins? L'encombrement, c'est un gros problème pour vous? Si. Il y a des moments même où on a des soucis d'espace. Donc on est obligé de, on est obligé de faire sortir des conteneurs qui sont longtemps sur la zone import pour aller les stocker ailleurs. Donc quand il y a beaucoup de conteneurs qui ne sortent pas et les autres navires, les navires qui arrivent, souvent ça nous crée des problèmes. Parce qu'il faut que ça sorte pour qu'on puisse avoir la place pour pouvoir stocker encore les nouveaux conteneurs qui arrivent. Pour éviter l'encombrement sur le port en général, des pénalités sont appliquées aux clients importateurs. Ces pénalités varient en fonction de la place, du poids, de la marchandise. Elles sont partagées comme suit. 50% reviennent au port, 20% à l'Office ivoirien des chargeurs et 30% à l'exploitant. Pour ceux qui récupèrent leurs conteneurs, la sortie du port est gérée par un système informatisé. Les agents sur le terrain contrôlent la conformité des chargements avec leur destination. Tous les camions font l'objet de vérifications poussées. La nuit a été longue pour Bertin, mais tout s'est passé sans encombre. Il a même dépassé ses objectifs. Chef Yaoujou, bonjour, bonne arrivée. Bon, c'est arrivé ce matin, nous avons 2 navires en opération depuis hier nuit. Il y avait le Bernard Chute et puis le Galani. Galani, Dieu merci, on a terminé depuis 4 h du matin avec une productivité de 54 à l'heure. Alors qu'on avait une productivité prévue de 45. Donc on est passé au vert. Alhamdoulilah. Maintenant ce matin... Le port autonome d'Abidjan rêve de devenir le premier port du continent. Pour le moment, il continue ses investissements. Entre 2012 et 2020, 1100 milliards de francs CFA auront été investis dans les infrastructures portuaires, la logistique, les systèmes d'information et les ressources humaines. Monsieur Ian Yakoubassier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du port autonome d'Abidjan.
Alors, le port autonome a cette particularité, hein, c'est-à-dire d'avoir de multiples activités. Grâce à quoi, concrètement, eh bien, vous arrivez à générer 60% des recettes de l'État? Les pas de porte, les droits de porte des États se retrouvent en train d'être concentrés au port. Et nos économies, la Côte d'Ivoire est une économie assez forte en export comme en import, presque équilibré. Et c'est sûr que donc, à l'import, les droits de douane, à l'export aussi, les droits à payer. Ça fait que sur la plateforme portuaire, pratiquement, c'est là que je collecte des ressources, une bonne partie des ressources de l'État. Mais en ce qui concerne la gestion immobilière, l'État a concédé au port une bonne partie du patrimoine pour exploitation. Tout ce que vous voyez comme bâti en dehors de la zone sous douane appartient au privé. Le port met les sols à disposition, le foncier à disposition, et c'est le privé qui fait l'investissement. Combien ça vous rapporte par mois? Je saurais vous le dire, mais environ, ça fait 8 milliards par an. Alors d'après votre service de communication, la plateforme portuaire créerait jusqu'à 75 000 emplois directs et indirects. Hein. Donc l'équivalent quand même d'une ville. Ça draine du monde, c'est pour ça que l'impact du port sur l'économie est important. Là, ça ne se résume pas aux recettes, aux droits de porte, ou bien aux impôts qui sont payés. C'est un impact social important. Quand vous parlez d'impact social, vous pouvez être plus précis, quel impact social? Trouver une zone qui offre autant d'emplois sur le plan social, c'est réellement important. Donc c'est la concentration, en fait. Il y a ça, il y a les ressources que l'État prélève dans la zone portuaire permettent de faire des investissements dans le domaine de la santé, de la sécurité, de l'éducation. Alors l'une des problématiques les plus importantes dans un port, c'est la congestion. Et justement, que faites-vous pour éviter cette congestion? La sortie des véhicules du port est confiée à un opérateur. Un opérateur aujourd'hui qui selon nous, n'est pas vraiment à la hauteur. Même ce jour, on a un navire qui est arrivé qui ne peut pas décharger parce que simplement, il n'y a plus de place pour les véhicules. Mais les véhicules qui viennent dans le port n'ont pas vocation à rester dans le port. Et rien que ça, vous avez beau faire tous les investissements possibles. Si ce sujet-là n'est pas géré, la congestion va demeurer. Mais pour l'instant, nous vivons ça, mais nous travaillons mieux. Si vous passez au port aujourd'hui, l'activité continue. Ça aurait pu continuer dans les meilleures conditions, mais en tout cas, nous essayons d'intégrer ça pour faire en sorte que, même dans ces difficultés, nous puissions travailler à satisfaire les besoins de l'économie. Petit à petit, ces problèmes seront résolus. Mais il va rester quand même, pour les opérateurs, la cadence. On a les manutentionnaires aujourd'hui qui sont là, qui doivent avoir. Les manutentionnaires, c'est des gens qui sont sous agrément, ils travaillent. Il faut qu'ils soient productifs. Il y a les opérateurs eux-mêmes, les chargeurs eux-mêmes. Quand vous importez votre marchandise, au lieu d'aller voir un transitaire, un agréé en douane, qui appuyant sur rue, qui connaît toutes les procédures, quand vous allez voir celui-là, vous partez voir quelqu'un à côté des courtiers, et que le courtier, à un moment, disparaît avec vos papiers, et c'est 3 mois après que vous venez voir le port pour dire mes marchandises sont au port pendant longtemps, c'est les dysfonctionnements qui sont liés, qui engendrent des coûts. Mais les coûts directs, par contre, les coûts directs, c'est des coûts qui sont payés au port. Et ça, madame, je vous dis, les statistiques que nous avons, on a fait, et le port d'Abidjan et le port de San Pedro, sur une tonne de marchandises, tout ce qui passe au port, les constitutions de coûts, les ports autonomes eux-mêmes n'ont pas plus de 7%. Le port autonome ne perçoit que 7%. Dans tout ce qu'on a fait comme spéculation, maximum 7% des coûts de passage. C'est le privé qui se plaint parfois que le port est cher, en oubliant que la cherté du coût portuaire est constituée par les privés eux-mêmes. Vos tarifs sont plus chers que les ports, on va dire. Oui, mais en même temps, ce ne sont pas les mêmes prestations. Voilà, il y a ça, madame. Par rapport au coût portuaire, effectivement, quand on dit le port est cher, il faut comparer ce qui est comparable. Évidemment, on dit aujourd'hui que tout le monde dit non, ceux qui viennent de Chine sont moins chers. Parce que la main-d'œuvre en Chine aussi est moins chère. Donc, évidemment, donc, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses à améliorer. Et nous travaillons justement à améliorer ce qui peut être amélioré. Mais en même temps, il faut parfois raisonner en termes de rapport qualité-prix. Le port d'Abidjan a quand même des atouts qui méritent un peu aussi d'être valorisés en termes de rémunération. Dans les coûts portuaires, vous avez des coûts directs et des coûts indirects. Les coûts directs, c'est ce que vous pouvez payer directement à un opérateur pour les prestations. Mais les coûts indirects liés un peu au dysfonctionnement. Quand le port est congestionné, au lieu de faire de sortir 10 conteneurs par jour pour un camion, c'est 5 conteneurs qui sortent par jour, vous imaginez que c'est un coût. C'est des surcoûts pour l'exploitant des camions. Parce qu'il a ses charges fixes à payer, en temps n'arrive pas à rentabiliser. Quand vous envoyez votre marchandise, qui devrait sortir du port assez rapidement, mais qui doit rester dans le port pendant longtemps parce qu'il y a des procédures administratives qui sont parfois lentes, c'est des coûts indirects et pouvaient être en rupture, par exemple, d'intrants. Quand les marchandises restent dans le port pendant longtemps, le port pénalise.
Parce que le port ne doit pas être des magasins de vente. Vous devez arriver avec votre marchandise, sortir, aller vendre ailleurs. Mais quand votre marchandise fait un certain délai au port et que ce n'est pas sorti, nous on pénalise. Tu as conduit dans ce qu'on appelle les surestaries. Les surestaries, c'est des coûts indirects. Quand un navire arrive au port, au lieu d'accoster aussitôt, qui doit faire 2, 3 jours, 4 jours avant d'accoster, en temps, l'opérateur paye des temps de surestaries de navire, c'est des surcoûts. Mais ça, c'est lié à des dysfonctionnements. Donc, c'est des choses qui vont plus ou moins disparaître quand on va faire des investissements importants. Par exemple, les navires aujourd'hui qui attendent, il y a des terminaux qui sont en construction. Vous êtes peut-être informé des projets qui sont en cours. D'ici mi-2020, ces projets seront terminés. Beaucoup pointent du doigt la douane ou Côte d'Ivoire logistique que vous venez d'évoquer pour les retards. Ce ne serait que pour récupérer les véhicules ou autres. Ce n'est qu'un exemple. Que leur répondez-vous? À la place d'un opérateur qui fait venir un véhicule ou autre chose qui a du mal à sortir, ça peut arriver. Et moi, à leur place aussi, je me prendrais. C'est très souvent que les gens envoient leurs marchandises. Ils confient ça à des courtiers qui les grugent. Mais quand ils vont chez un commissionnaire en douane agréé, généralement, les choses vont plus vite. Quand vous allez chez un commissionnaire en douane agréé qui a une ligne de crédit à la douane leur fait confiance. Il y a des gens qui sortent les marchandises avant de payer à la douane. Les grands transitaires. Mais quand vous partez chez quelqu'un qui n'a pas une bonne surface, la douane est dans son rôle d'exiger des garanties. Et les garanties, c'est le paiement. Pour l'individu lambda, comment avoir ces garanties? Vers qui oui, je pense que nous tourner chez les transitaires? Il faut que les transitaires, chaque année, il y a une publication de la liste des transitaires agréés. D'accord. Chaque année, il y a une liste qui est accessible comment? Sur le site de la douane. Du port, de la douane, d'accord. Du port, le site de la douane. Aujourd'hui, il y a la mise en place d'un guichet unique au niveau du port, au niveau de l'économie ivoirienne. C'est un projet que l'État a confié à un opérateur qui est en phase d'implémentation. Ça va induire de la célérité, ça devrait pouvoir améliorer un peu le temps de passage des marchandises. Mais aussi, faut-il que les gens encore là s'adressent un peu aux bonnes personnes. Alors, ne faudrait-il pas alléger aussi les lourdeurs administratives? Oui, en fait, lourdeur administrative, vous le dites, je parlais de dématérialisation. Parce qu'en fait, quand vous déposez le dossier chez quelqu'un qui, demain matin, n'est pas là, ou bien a été absent, ou bien, bon, ça peut traîner. Ou bien qu'attendez de vous voir avant d'avancer, ça peut traîner. Mais demain, quand il sera de par votre clavier, que vous allez faire votre demande dans un réseau, vous pouvez être sûr que ce ne sera pas le même temps qu'on passera là-dessus. Alors un port ne peut pas fonctionner sans les dockers, on en a parlé à l'entame de cet entretien. Et cette profession est donc très syndiquée, ils ont plusieurs revendications, dont le salaire. On le voit dans le documentaire. Alors pourquoi est-ce une profession aussi sensible à gérer? Les dockers sont des employés d'entreprise. Ils ne sont plus des contractuels comme ils sont. Ils sont des permanents d'entreprise. Maintenant, il y a un petit pool. Quand il y a un pic d'activité, ces entreprises vont puiser là-dedans. Donc, ce n'est plus une stock de 8000 personnes comme nous l'avons ici aujourd'hui. Mais ce que je voudrais vous dire pour vous rassurer, même en Côte d'Ivoire, l'État travaille dessus. Il y a une commission qui est en place aujourd'hui, avec même le docker. Et Dieu merci, les dockers, nos dockers, responsables qui sont, ont décidé qu'on aille dans ce sens-là. Que l'État aille dans le sens où les dockers seraient des permanents d'entreprise. C'est-à-dire des salariés? Oui, des salariés d'entreprise. Mais là, parce que... Des salariés des manutentionnaires. Parce que c'est les manutentionnaires qui les emploient. Vous savez, le docker, c'est les manutentions du SAMPA. SAMPA, qui est le syndicat des entreprises de manutention du port d'Abidjan. C'est eux qui sont les employés des dockers. Donc, les réformes qui ont été faites ailleurs, ces entreprises-là ont un nombre tampon de dockers pour leur activité de tous les jours. Mais quand ils ont un surplus d'activité, il y a un bureau qui a moins de personnes où ils vont puiser. Et c'est des contractuels. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, les dockers sont des contractuels permanents. Vous comprenez leur état d'esprit. Contractuel permanent, il y a la peur du lendemain. Voilà, c'est sûr que ça induit des émotions qui ont parfois conduisent à des comportements pervers. Mais là, aujourd'hui, l'État et les dockers, nous sommes en train de travailler, le port, nous travaillons un peu à refondre un peu ces choses-là pour que demain, les dockers soient plus sécurisés dans le cadre de leur travail. En ce moment-là, on a moins de risques d'avoir ce qui est dit aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus de la précarité du contrat, vous venez de le dire, il y a aussi le salaire. Un des dockers nous dit dans le documentaire qu'après 3 jours de travail, il repart avec 10 000 francs CFA. Oui, enfin, je travaille dans des conditions qui sont pas simples. J'ai jamais vu les bulletins de solde, c'est vrai. Mais en même temps, vous comprenez, les contractuels ne sont pas traités comme les permanents. Même le permanent, disons même peut-être que même si son salaire net n'est pas élevé, mais c'est sûr qu'il a les garanties, il a la sécurité sociale, il a des choses derrière lui, il a une retraite qui lui est assurée. C'est un moyen de mal.
Mais effectivement, se trouver dans une situation de précarité perpétuelle, c'est clair que ça ne rassure personne. C'est pour ça qu'ils sont volontiers engagés dans la discussion, de sorte que demain, on puisse un peu améliorer et réformer ces secteurs-là et leur offrir des conditions de travail meilleures. La garde côtière américaine vient de lever les restrictions de sûreté sur les navires partant des installations portuaires d'Abidjan pour les États-Unis. Pour quelles raisons? Oui, mais je voudrais m'en féliciter. Je voudrais m'en féliciter et dire que ça a été une longue haleine. Parce que ce qui s'est passé avant, un navire qui partait du Côte d'Ivoire, qui arrivait aux États-Unis, il avait parfois passé 4 jours en attente d'être fouillé. Complètement fouillé, vérifié, pour s'assurer que ce n'est pas un danger pour les citoyens américains. Mais en levant ça, c'est parce qu'ils ont vu que quelque part ici, au départ, les conditions sont réunies pour la sécurité des navires. Et ça, on s'en félicite et on félicite un peu tous les opérateurs, tous ceux qui ont travaillé à cela. Parce que ça, en termes de compétitivité pour le port et d'image pour le port, c'est important. En 2011-2012, on a décidé de, vu qu'on ne pouvait pas faire l'investissement nous-mêmes, c'était coûteux, avec l'accord de l'État, on a concédé la mise en œuvre des investissements là, à un opérateur pour sécurité. Et ils ont fait des investissements. Aujourd'hui, vous avez vu quand même l'environnement. Depuis 2011-2012, les gardes côtiers américains, ils sont toujours passés ici. Et chaque fois qu'ils passent, ils font des recommandations. Alors, parlons d'avenir. Quelles sont vos perspectives? Tous les ports travaillent à être performants. Et l'idée, au delà de la concurrence, il s'agit d'être performant pour nos économies. Déjà, vous voyez, au port d'Abidjan, on a aujourd'hui 22 millions de tonnes. Dans ça fait 22 millions de tonnes, on a à peine 2 millions de tonnes de transit et de transbordement. 10% à peine. Le reste, c'est pour notre économie. Donc, on se bat pour être performant pour notre économie. Il faut travailler à ce que tous ces investissements qui sont faits, et que des aspects ne puissent pas annihiler les bénéfices pour l'économie. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, et l'État et le port travaillons à ce que les coûts soient maîtrisés au niveau des passages portuaires. Monsieur Yan Yacoubassié, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir donné accès au port autonome d'Abidjan. Merci. Vous dites juste que le port a été honoré de vous recevoir. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement du port autonome d'Abidjan. Je vous donne rendez-vous le 12 avril à 20h50 sur RTI 1 pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. Il sera consacré à la SODECI. Merci aux équipes de Soprod et de la RTI. Excellente suite des programmes sur RTI 1.